Mars 1978. 2 hommes creusent dans un petit cimetière suisse. Ils creusent depuis des heures, jusqu'à atteindre un cercueil. Dedans, un corps, mort depuis 3 mois. Et pourtant, ils vont le voler. Alors comment on en est arrivé là? On va en reparler, mais pour comprendre, il faut repartir bien plus loin. Waouh, c'est mystérieux. Je suis sûr qu'en fait le bonhomme il a été élevé par des samouraïs portugais ou un truc dans le genre. J'ai trop hâte. Oh, mais Kira, t'as bousillé mon effet là, tu saoules. Oh mais quel rabat moche celui-là. Ben ouais, ça se trouve, c'est pour ça qu'on l'a volé. T'arrêtes de râler un peu, on essaie de tenir le public en haleine. Londres, 16 avril 1889. Une ville immense, étouffante, les rues noires de fumée, et au milieu de tout ça, un bébé qui vient de naître. Alors ce bébé, vous l'aurez compris, c'est Charles Spencer Chaplin. Non mais quelle surprise. J'y crois pas. Oh le twist de dingue. Vous vous foutez de ma gueule? Un peu. Pour comprendre son parcours, faut d'abord parler de ses parents. Son père, Charles Chaplin Senior, est chanteur. Sa mère, Anna, elle est chanteuse et actrice. Du coup, il grandit avec des parents qui sont dans le milieu du spectacle, mais croyez-moi, on est loin de la gloire et des paillettes qu'on pourrait imaginer. En fait, c'est pas compliqué. Son père, c'est un alcoolique notoire. Et Charlie, ouais, parce que je l'appelle Charlie, Charlie racontera que presque tous les souvenirs qu'il a avec son père sont liés à l'alcool, aux humiliations physiques et verbales envers lui et sa mère, et parfois même aux coups. Et très tôt, vers les 1 ou 2 ans de Charlie, le père, il se casse! C'est pas plus compliqué que ça. Il est clairement plus préoccupé par sa carrière et par le fait d'aller faire la fête et de boire un coup que par son fils. Excusez-moi, je voudrais un début de vie pourri avec sa sauce au père indigne s'il vous plaît. Et pour moi un coca. Et quant à la mère, c'est une femme malade. Elle est fragile mentalement, émotionnellement, et en plus de tout ça, elle a déjà un autre fils, Sidney, qui est né d'une relation illégitime. Et à partir de là, elle se retrouve donc avec 2 enfants, des dettes, des soucis de santé, et évidemment, aucun filet de sécurité. Clairement, on peut dire que Charlie, il a choisi la difficulté maximale pour commencer sa vie. Et s'il y a bien un truc qu'il faut savoir sur Londres à l'époque, c'est que c'est pas du tout la capitale de rêve. C'est la capitale des workhouse. Workhouse. Et les workhouse, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des institutions qui sont censées aider les pauvres. En gros, t'es nourri, logé, en échange d'un travail quotidien. Oh, c'est trop mignon, ils étaient gentils à l'époque. Attends, ça sent le coup de Trafalgar cette affaire. Ouais, t'as le pif, Kira, parce qu'on est clairement plus proche d'une prison avec des dortoirs glaciales, un travail éreintant, et en plus de ça, la honte d'être assisté. Et là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec Charlie? En fait, le truc, c'est qu'à ses 7 ans, sa mère, elle peut plus subvenir à leurs besoins, donc direction les workhouse. Il racontera plus tard des moments très humiliants, comme le fait que des filles plus âgées devaient le baigner. Et il évoquera aussi un petit détail, mais qui a son importance, il chopera la teigne pendant cette période. Et toi tu pleures quand t'as pas ton café le matin? Tu devrais avoir honte d'avoir eu une belle vie, sale égoïste. Du coup, à cet âge-là, Charlie apprend 2 choses. Personne ne viendra le sauver, et s'il veut s'en sortir, il va falloir être plus malin que les autres. Et c'est là qu'il va découvrir le pouvoir de faire rire. Dans la cour, il imite les surveillants, reproduit leurs gestes ridicules. Tous les gamins éclatent de rire, même si ça leur vaut une punition. Et c'est la toute première fois où il réalise qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas un papa. À la sortie des workouts, Charlie n'a rien. Pas d'argent, pas de stabilité, pas même un vrai foyer. Et sa mère, dans tout ça, elle essaie de tenir. Mais malheureusement, elle est beaucoup trop fragile. Elle souffre de troubles psychologiques, d'hallucinations, de crises où elle parle toute seule, et surtout, sa voix qui était son seul outil, se brise de plus en plus souvent. Et c'est justement à cause de ça qu'il y a un épisode qui va tout changer. On est en 1894, un soir où Anna va se produire dans un petit théâtre miteux, et où elle doit chanter une ballade populaire. Malheureusement, sa voix craque. Le public se met à huer, à siffler, et pour sauver la représentation, le directeur va faire un move assez inattendu, il pousse Charlie. Il pousse Charlie, 5 ans, sur la scène. Et c'est là le coup de théâtre, c'est que le gamin, il chante avec sa petite voix aiguë, il improvise des petites mimiques, et il crée le rire et les applaudissements. Et petite anecdote, il racontera plus tard que pendant cette soirée, les gens commençaient à lui lancer des pièces et tout, et que lui, il continuait son numéro pendant qu'il les ramassait. Ça veut dire que déjà, à ce moment-là, il avait compris que la scène serait un moyen de survie. Ouais mais du coup elle a réagi comme sa mère. Mais non, ne lui demande surtout pas sinon il... Je le déteste. Oui, c'est bien mon petit chéri, tu verras la récompense que tu auras à la maison. Voilà ce qu'il en coûte de me voler la scène, petit morpion, futur abandonné va. Cette soirée, Charlie va en reparler. Il dira que c'est son premier vrai souvenir de la naissance de sa vocation.
Mais cette lumière ne va pas durer. En 1896, Anna est internée pour la première fois dans un asile. Charlie a 7 ans, Sidney, son grand frère, à peine plus, et ils deviennent officiellement des enfants abandonnés. Ah, tu vois qu'est-ce que j'avais dit. Anna est donc internée à l'asile de Cane Hill, où elle va y passer plusieurs mois, puis plusieurs années. Elle en sortira parfois pour tenter de reprendre une vie normale, mais ses rechutes seront toujours plus violentes. En 1898, c'est là qu'un miracle va se produire. Il a 9 ans et il est repéré par une troupe de gamins danseurs. Les 8 Lancashire Lads. Est-ce que je vais pourrir tous les noms en anglais comme ça pendant toute la vidéo? Oui. Est-ce que du coup je vais vous les afficher à l'écran comme ça, vous comprenez? Oui aussi. La troupe, elle est spécialisée dans les claquettes. On les envoie jouer dans des pubs, dans les foires, dans les petites salles bondées. Sauf que Charlie, lui, il a pas de chaussures neuves, il a pas de costume. Par contre, il a un truc, l'instinct. Il tape des pieds, il sourit, il grimace, et il vole la vedette. Donc c'est un peu la Star Academy, mais version, si tu rates ton pas, tu manges pas demain. Et sans Jennifer en coach. Dommage. Avec eux, il va apprendre la scène, il apprend à écouter le public, à comprendre quand il faut accélérer, ralentir, exagérer un geste. C'est là qu'il se forge un vrai instinct comique. Mais de l'autre côté, sa vie privée, ça reste une tragédie. En 1901, quand Charlie a 12 ans, son père, Charles Chaplin Sr., meurt. Et la raison, vous l'imaginez bien, c'est l'alcoolisme. Il a 38 ans seulement, et son corps lâche et est détruit à cause de la boisson. Et Charlie le dit lui-même, il ne garde aucun souvenir heureux avec son père. En fait, pour lui, c'est juste un fantôme qui disparaît dans le silence. Et Anna, sa mère, elle continue à sombrer. Elle finira internée définitivement en 1903 quand Charlie aura 14 ans. Et toi à 14 ans tu pissais encore au lit quand maman te grondait un peu trop fort. Enfant gâté va. Exactement, le mec chiale parce que sa femme lui a piqué son yaourt alors qu'il peut tenir 3 siècles vu son poids. Avec ta gueule t'as déjà de la chance qu'on t'ait pas noyé à la naissance. Sois reconnaissant un peu merde. Mais cette enfance chaotique, c'est aussi son école. Il passe son temps à observer les passants, les ivrognes, les policiers, les bourgeois ridicules. Il imite, il exagère. En fait, il transforme la misère en comédie. Début des années 1900, Charlie a 14 ans. Sa vie, la misère, on l'a dit, c'est bon. Mais il y a un truc qui le fait tenir, c'est la scène. Il y a goûté avec la troupe des gamins danseurs, là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il traîne dans les théâtres miteux de Londres, espérant un petit rôle, un petit numéro, n'importe quoi. Parfois, il va obtenir un petit rôle de figurant, parfois, il n'a même pas de quoi se payer le trajet de retour. Et en 1903, il décroche son premier vrai rôle dans une pièce, Jim, A Romance of Cocaine. Il y joue un gamin des rues, et c'est clairement la pièce qui devait lancer sa carrière. Dis-moi que ça a marché ou je fais la grève de la faim. Hein? Ah non, au bout de 2 semaines, rideau, échec total, la pièce elle est retirée de l'affiche. Attends, son premier rôle a tenu 2 semaines? Ouais mais la carrière de certains influenceurs dure même pas autant. Donc bon. Chaplin aurait pu abandonner là, mais il est têtu. Il enchaîne les petits boulots d'acteur, souvent non payés, parfois figurant, parfois second rôle, parfois rien. Et en 1906, il rejoint une troupe, Casey's Court. Tu parles vraiment anglais comme un hamster sous Prozac. Je t'emmerde, Kira. Et cette troupe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des petites pièces comiques, du théâtre bas de gamme, mais là-dedans, Chaplin, il apprend quoi? L'endurance. Jouer même quand la salle elle est à moitié vide, faire rire même quand le public a juste envie de picoler. Et c'est cette expérience qui l'emmène en 1908 vers un nom qui change tout. Fred Karno. Karno, c'est qui? C'est juste le roi du burlesque anglais. Son style, c'est du comique sans parole basé sur les chutes, les baffes et les quiproquos absurdes. Charlie est engagé dans sa troupe et là, il explose. Ses mimiques, son corps élastique, sa capacité à improviser, il devient vite la star montante. Dis donc le moche, tu voudrais pas qu'on essaie pour toi? On te met à la rue, on t'affame, et on envoie ta femme à l'asile. Peut-être que t'arriveras à quelque chose comme ça. Ben non, l'échantillon ça marche pas. Pour que ça fonctionne, il faudrait qu'il ait déjà un minimum de talent. Karno va lui confier très rapidement ses rôles fétiches, notamment celui de l'ivrogne. Et là, Charlie y comprend. Jouer un ivrogne, c'est pas juste tituber. C'est marcher de travers alors qu'on croit qu'on marche droit. C'est tomber avec élégance. C'est faire rire en étant triste. Et ce mélange, il le maîtrise à la perfection. Ce qui nous amène donc à 1910 où la troupe part en tournée aux États-Unis. Charlie à ce moment il a 21 ans et pour lui l'Amérique c'est un choc. Les salles sont gigantesques, le public hurle de rire devant ses mimiques, il va même jouer des mois entiers à guichet fermé, et même dans un pays qui n'a pas grandi dans la même misère que lui, son humour passe. C'est universel. Après cet épisode, la troupe repart à Londres, et en 1913, ils reviennent aux États-Unis. Et c'est là que Chaplin est repéré par Mack Sennett, le patron des Keystone Studios. Il devrait être plus discret quand même, parce que je trouve qu'il se fait vachement repérer. Oh mais crève par pitié.
Keystone, à ce moment-là, c'est la fabrique à comédie burlesque. Tout y passe, les courses-poursuites absurdes, les policiers ridicules, les tartes à la crème dans la tronche, on est sur les blockbusters comiques de l'époque. CNET va donc lui proposer un contrat à 150 $ par semaine, et pour un gamin qui a connu la rue, c'est une fortune. Et là, tout le monde se dit, ça y est, il a décollé, c'est bon, il est parti. Mais non, tout n'est pas si rose que ça. Son premier film pour Keystone, Making a Living, qui sort en 1914, c'est un flop. Charlie, il y joue un journaliste escroc, mal déguisé, trop forcé. Et lui-même dira plus tard qu'il ressemblait à un groom mal déguisé en charlatan. Avec ce film, il a pas trouvé son rythme. Donc son premier film est un bide? Normal, c'est comme quand ce bouffon de Jimmy s'est lancé sur TikTok. Sa première vidéo avait fait 120 vues. Ouais, mais en attendant, mes vues, elles ont bien grossi depuis. Ton bide aussi. Rassure-toi. Cette période pour Chaplin, c'est le doute. Le cinéma, c'est pas le théâtre. Devant les caméras, les excès, c'est souvent ridicule. Et puis un jour, sur un tournage, il improvise un costume. Un chapeau melon, emprunté à un autre acteur, une moustache découpée dans des vieux poils de maquillage, des chaussures trop grandes qui traînaient, et une canne. Et là, sans le savoir, il vient de créer Charlot. 1914, Chaplin commence son deuxième film avec Keystone, Kid Auto Races at Venice. C'était quoi son rôle? Un simple figurant qui était censé embêter une course automobile. Mais là, il enfile ce costume qu'il a bricolé, et tout change. Le public éclate de rire. Pas parce qu'il est drôle, mais parce qu'il est unique. Ce petit vagabond maladroit, élégant dans sa misère, attendrissant dans ses bêtises, il touche quelque chose de profond. Donc son premier carton, c'est juste lui qui fait chier une course de voiture? Bah ouais, comme quoi. Tu peux devenir une légende en gênant les gens. Toi tu fais ça tous les jours mais ça marche pas pareil. Merci, ça fait plaisir. Et rapidement, Chaplin affine le personnage. Charlot n'est pas juste un clown, c'est un vagabond digne, qui tombe toujours, mais qui se relève toujours. Il est pauvre, mais il marche la tête haute. Il vole une miche de pain, mais il partage avec un gosse affamé. Il prend des baffes, mais il rend les coups avec malice. Et à ce moment-là, ce mélange d'humour et d'émotion, c'est nouveau. Et tout ça, ça implique quoi? Bah que en moins d'un an, il devient la star de Keystone. Ses films rapportent une fortune. À tel point qu'en 1915, il signe déjà avec un nouveau studio, Isainé, où on lui propose 1250 $ par semaine. Et en 1916, il va signer avec un nouveau studio qui s'appelle Mutual, et là c'est pour un contrat record, 10 000 $ par semaine, avec une prime de 150 000 $ à la signature. Attends quoi? 10 000 $ par semaine en 1916? C'est genre 250 000 balles d'aujourd'hui. Oh mais donnez-moi une moustache et des chaussures trouées. J'arrive. Et pour la petite anecdote, à partir de là, Charlie Chaplin est littéralement plus riche que le président des États-Unis de l'époque, Woodrow Wilson, qui touchait 75 000 $ par an. Ça veut dire que Chaplin, niveau salaire, il lui mettait la misère en 2 mois. Mes chers compatriotes, vous auriez pas une petite pièce? Allez. Chez Mutual, Chaplin explose vraiment. Il a un budget, du temps pour peaufiner ses films, et surtout une liberté artistique inédite. Et là, c'est parti. Quoi, on fait tourner les serviettes? Hein? Non, il enchaîne les succès avec les courts-métrages. Et attention, là ça va aller vite. The Floor Walker... Bon, peut-être pas si vite que ça. The Floor Walker en 1916, c'est la première course-poursuite dans un escalator. The Fireman en 1916 également. On est sur un film où Charlot, qui est pompier, full dawa complet. The Vagabond en 1916, Easy Street en 1917 et The Immigrant en 1917 également. Petit à petit, Charlot devient plus qu'un gag, ça devient un symbole. Et ce symbole, il va exploser à l'échelle mondiale. Pour vous dire, sa célébrité, elle est telle qu'on va organiser des concours de sosie de Charlot partout dans le monde. Et il y a même une légende là-dessus qui dit que Charlie Chaplin se serait inscrit lui-même à un de ces concours de sosie et qu'il aurait même pas gagné. C'est-à-dire que l'objectif à atteindre, c'est lui-même, et il n'est même pas foutu de gagner. D'après les sources, il aurait fini 3e ou 20e. Selon les sources, ça change. Donc le mec est moins bon à jouer lui-même que des types qui l'imitaient? Ça veut dire que si demain on organise un concours de sosie de Jimmy, il serait même pas sûr de gagner. Ah non, je suis bête. Y a personne d'oscillé, donc c'est sûr qu'il gagne. Merci, vraiment. Quel soutien. Bon, suivant. Excusez-moi, monsieur, je veux pas vous vexer, mais vraiment, c'est éclaté au sol. Rien à voir. À la limite, vous m'auriez dit Michel Drucker. Pourquoi pas? Allez-y, faites voir, mais bon. Charlie Chaplin. Ah, parce qu'en plus, ce monsieur se fout de ma gueule avec des prénoms inventés?
Écoutez-moi bien, bonhomme, c'est juste parce que tu as l'air sympathique. Hein. Je te mets 20ème, mais c'est vraiment parce que tu lui ressembles plus que lui là. En tout cas, vrai ou exagéré, c'est une histoire qui continue à circuler aujourd'hui. Et ça dit tout. Chaplin avait inventé un personnage tellement plus grand que lui qu'il commençait à dépasser son propre mythe. Entre 1916 et 1920, les films de Chaplin tournent partout. Europe, Asie, Amérique du Sud. Il devient le premier acteur planétaire. C'est simple, avant même que les blockbusters existent, Chaplin c'est le visage le plus connu du monde. Attends, donc le mec est plus riche, et en même temps, plus célèbre que les présidents. Bah ouais, regarde notre président actuel, il... Hop. On va peut-être pas se lancer sur ce sujet-là. J'ai pas envie de voir débarquer le FBI, le shérif de Dijon et Brigitte parce que j'ai posté cette vidéo. T'es pas drôle. Mais le truc avec Chaplin, c'est qu'il veut pas juste être une star, il veut contrôler son art. Alors en 1919, avec 3 autres géants du cinéma, Douglas Fairbanks, Mary Pickford et D.W. Griffith, il va fonder sa propre société, United Artists. En fait, ce qu'il veut, c'est un studio pour créer librement, sans patron pour lui dire quoi faire. Et ça, à l'époque, c'est une révolution. Et là, Chaplin, il prépare sa prochaine étape. Passer du court-métrage au grand film capable de faire rire et pleurer. Et croyez-moi, le monde entier attend son prochain geste. On est en 1921 et Chaplin a 32 ans. Clairement, c'est déjà une star planétaire, mais il veut plus. Il veut prouver qu'on peut faire un film comique qui arrache aussi des larmes. C'est là qu'il réalise The Kid, un film où Charlot, le vagabond maladroit, va trouver un bébé abandonné dans la rue. Et plutôt que de le laisser, il va décider de l'élever. Un pauvre qui recueille plus pauvre que lui. Et vous imaginez bien qu'il choisit pas ce sujet par hasard. Toute sa vie d'enfant abandonné, de misère, d'orphelinat, d'asile pour sa mère, il le met dans The Kid. Ça devait être chiant la vie en noir et blanc à l'époque, vous trouvez pas? Je t'avais dit de la ramener dans la poubelle où tu l'as trouvée, mais monsieur ne veut jamais m'écouter. Pour jouer l'enfant, il va faire appel à un gamin de 4 ans qui s'appelle Jackie Coogan. Et c'est pas compliqué, le gamin c'est un prodige. Il est capable de rire, de pleurer, de suivre le rythme d'un gag comme un adulte. Et pour tous ceux qui ont vu le film, vous savez que le duo entre Charlot et le môme, c'est magique. Et pour tous ceux qui l'ont pas vu, on peut y voir Charlot qui prépare un biberon dans une théière cabossée, qui se bat avec des policiers pour garder l'enfant. On le voit pleurer, courir, supplier. En fait, c'est un vagabond qui devient père. Et à sa sortie, c'est un énorme succès. Le public du monde entier éclate en sanglots. Et c'est la toute première fois de l'histoire qu'un film comique fait pleurer les foules. Oh attends, donc il a inventé le film « Tu rigoles puis tu pleures ta mère » Exactement, le Marvel de l'époque, c'était Charlot qui essayait de changer une couche. Et c'est là que ça se gâte. Parce qu'on pourrait croire que maintenant, Chaplin, il a tout ce qu'il veut, que sa vie, elle est rose, qu'elle est pleine de paillettes. Malheureusement, c'est pas si vrai que ça. Parce que derrière les caméras, c'est un enfer. Sa femme de l'époque, Mildred Harris, l'accuse d'adultère et lui demande une fortune au tribunal. Il va même jusqu'à cacher les bobines du film The Kid pour pas que les avocats de sa femme lui saisissent. Et du coup, pendant des mois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voyager en secret pour justement planquer les bobines avec lui. Finalement, il a réussi à le monter et à le sortir, et comme je vous l'ai dit, c'est un succès colossal. The Kid devient l'un des films les plus célèbres du monde. En 1921, les gens découvrent que le cinéma peut faire rire et pleurer. Et avec tout ça, Chaplin vient d'inventer un style nouveau. La comédie dramatique. C'est ce film qui transforme Charlie Chaplin en génie. Ouais, enfin toi si t'adoptes un gosse, sa vie est foutue avant même d'avoir commencé. Non mais laisse tomber, il aurait même pas la garde d'un hamster. Après The Kid, plus rien n'est pareil. Chaplin n'est plus seulement Charlot qui fait rire, c'est devenu un artiste. En 1925, Chaplin est au sommet. Mais il veut encore plus, il veut son plus grand film, La Ruée vers l'or. C'est un film qui est inspiré des pionniers de l'Alaska et de l'histoire macabre du Donner Party. Hein? Qu'est-ce que c'est le Donner Party? Bah juste des colons qui sont restés bloqués dans la neige et qui ont fini en buffet humain, si on peut dire. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Et c'est dans ce film que va naître l'une des scènes les plus mythiques du cinéma, Charlot qui bouffe sa chaussure. Il coupe les lacets comme des spaghettis, il avale la semelle, il va même jusqu'à bouffer les clous comme des os de poulet. Bon, évidemment, la chaussure est en réglisse. Mais n'empêche, Chaplin, il va pas rigoler. La scène, elle a demandé 63 prises, 3 jours de tournage, et Chaplin a bouffé la chaussure entièrement à chaque prise. Bon, scène de la chaussure, 18ème. Charlie, tu te tiens prêt. Et tu ne manges pas toute la chaussure cette fois. Les gars, y'en a pas un, tu peux lui dire d'arrêter de parler comme ça? Bon, allez, silence plateau, et axe!
Oh, je sens que la journée va être longue. Le résultat de tout ça? Un séjour à l'hôpital, intoxication au sucre et choc glycémique. En même temps, tu t'attendais à quoi? Feu quelle fiotte alors, j'ai bouffé des milliers de chaussures et la seule personne qui a fini à l'hôpital c'est l'autre troufion pour m'avoir engueulé. Et c'est pas le seul drame. On a des décors qui partent en fumée à cause d'un incendie, l'actrice principale Lita Grey qui doit être remplacée en plein tournage parce qu'elle tombe enceinte de Chaplin. Le souci, elle a 15 ans. Et Chaplin, qu'est-ce qu'il fait? Il l'épouse en douce au Mexique. Grosse ambiance! Et oui, c'est peut-être pas la facette la plus connue du monsieur, mais il avait des travers pas très nets quoi. Hein. Et comme vous vous en doutez, ce mariage il finit par exploser en 1927, dans un procès qui restera comme l'un des plus sordides de l'histoire d'Hollywood. Lita elle va balancer des accusations d'infidélité, de perversion, d'humiliation. En fait, à ce moment-là, Charlie Chaplin est traîné dans la boue tous les matins, dans les gros titres. C'est pas un tournage, c'est Fort Boyard avec Satan en maître du jeu. Manquait plus que Passepartout qui crame les décors. Bref, malgré tout, il s'accroche, il continue le tournage, budget colossal, plus d'1 million de dollars, mais le film est un triomphe. Et Chaplin dira plus tard, c'est ce film que je veux qu'on retienne de moi. Charlot marchant dans la neige devient une image éternelle. Et on continue avec 1928. Après le succès de La Ruée vers l'or, Chaplin va préparer The Circus. Mais la poisse va s'inviter encore plus qu'avec son précédent film. Un incendie va détruire une partie des décors. Encore. Il soupçonne même son frère Sidney de l'espionner. Eh oui, parce qu'on avait oublié, le Sidney, il est toujours là, hein. Et dans tout ce chaos, son divorce avec Lita Grey devient un feuilleton judiciaire humiliant. Malgré ça, Chaplin livre un bijou, comme d'habitude. Et The Circus, c'est quoi? C'est Charlot qui devient clown malgré lui. En fait, il fait rire des foules entières sans comprendre pourquoi. Sur scène, il arrache des éclats de rire, mais en coulisses, il pleure. Et ça, c'est peut-être la métaphore la plus brutale de sa propre vie. À sa sortie, c'est un carton plein. Et en 1929, aux premiers Oscars de l'histoire, Chaplin reçoit une récompense spéciale pour son génie et sa versatilité. Et monsieur, il dira même plus tard qu'il n'est pas allé à la cérémonie. Le mec est le premier à ghoster les Oscars. Et nous on n'arrive même pas à ghoster l'autre tronche de Quasimo Gros là. Entre La Ruée vers l'or et The Circus, Chaplin prouve qu'il peut survivre à tout. Par contre, petite subtilité, le monde, lui, il est en train de changer. Il y a un nouveau cinéma qui arrive là, le cinéma parlant. Et avec tout ça, il y en a beaucoup qui pensent que c'est la fin pour Chaplin. On est en 1927 et le cinéma vient de changer à jamais. Le chanteur de jazz sort aux États-Unis. Premier long métrage parlant. Oh my dog. Le public est en transe. Enfin des voix au cinéma. Qu'est-ce que j'aurais donné pour être de cette époque et pas entendre ce bouffon ouvrir sa gueule à tout bout de champ. Alors ça c'est vilain, Kira. Très vilain. Oh mais ta femme aussi elle est vilaine et pourtant tu m'entends pas la ramener. Pendant cette période, tout le monde se dit, le cinéma muet c'est fini. Mais pas Chaplin, pas pour lui. C'est simple, il refuse. Pour lui, Charlot appartient au silence. Son langage, c'est son corps, ses mimiques. S'il parle, la magie disparaît. Donc le gars a dit « Non merci, votre technologie révolutionnaire, j'en veux pas. Bah normal, imagine Pikachu qui se met à te sortir un accent du Texas. Ça gâche tout. Et croyez-moi, il va pas se laisser faire. En 1931, il sort City Lights, un film muet alors que tout Hollywood est au parlant. Eh ben vous savez quoi? C'est un triomphe. Voilà, c'est un triomphe. Le gars est trop fort. Du coup, c'est quoi l'histoire? Un vagabond qui est amoureux d'une fleuriste aveugle. Alors si le message n'était pas assez clair, ça veut dire chiale enfoiré. Elle croit qu'il est riche alors qu'il est fauché, et lui de son côté, il fait tout pour lui rendre la vue, quitte à se battre, voler et mendier. Et la scène finale. Elle retrouve la vue, touche la main de Charlot, et comprend qui il est vraiment, avec le sourire qui se fige et des larmes dans les yeux. Et encore aujourd'hui, on est sur une des fins les plus émouvantes de l'histoire du cinéma. Oh regarde, le moche a encore pleuré. Mais là c'est pas sa faute, il pleure aussi quand son Uber Eats met plus de 30 minutes. Quoi? Non, j'ai juste une petite émotion dans l'œil. Fillette. Comme quoi, Chaplin avait raison. Le public voulait encore du muet. En 1936, il sort The Modern Time. Les temps modernes. Pour la plupart d'entre vous, je pense que c'est peut-être le film que vous avez le plus vu de Charlie Chaplin. On est sur un film qui critique la machine capitaliste, l'industrialisation et la vie broyée par la mécanique. Et ce film va nous offrir bon nombre de scènes parmi les plus cultes du cinéma. Charlot qui est coincé dans les rouages, lui qui est en train de visser frénétiquement et du coup ça lui donne des tocs. Ou la machine pour bouffer plus vite et retourner au travail plus rapidement. Pour que ça bug autant,
Le mec a dû commander sur AliExpress, c'est pas possible. C'est genre le premier unboxing raté de l'histoire. Et les temps modernes, c'est la toute dernière apparition de Charlot. Mais c'est aussi la toute première fois où on entend sa voix. Il y a un moment donné, faut savoir ce que tu veux. Le Charlot appartient au muet, mais tu le fais parler. Bon, bref. Mais attention, il le fait de façon très réfléchie. Il va faire chanter Charlot, mais en baragouinant, en disant n'importe quoi, pour faire un petit fuck bien discret au parlant. Évidemment, c'est un succès énorme, et encore aujourd'hui, c'est une critique intemporelle du travail à la chaîne et de la société moderne. Mais croyez-moi, son prochain défi est encore devant lui. Parce que son prochain film va le mettre devant un certain dictateur qu'on connaît très bien. Nous sommes en 1939 et le monde est au bord de la guerre. En Allemagne, vous savez qui... Enfin, vous savez qui, on dirait que je parle de Voldemort. Vous savez qui est déjà au pouvoir depuis 6 ans. Il a annexé l'Autriche, dévoré la Tchécoslovaquie, et il s'apprête à plonger l'Europe entière en enfer. Il nous fait ses discours en hurlant avec sa petite moustache noire, la foule est en délire, mais par contre, de l'autre côté de l'Atlantique, un homme avec la moustache presque identique prépare une arme. Et là, on n'est pas sur un fusil ou une bombe, on est sur un film. Attends, je viens de capter un truc de dingue là. En fait, la fameuse moustache, c'est Chaplin qui l'avait en premier. Ah mais oui, ça veut donc dire que c'est le dictateur qui a imité Chaplin et pas l'inverse. Oui, c'est vrai. Ah, et en plus, d'habitude, tout le monde pense l'inverse. Mais par contre pas de doute, pour créer le semi-remorque ils se sont inspirés de ta mère. Charlie Chaplin décide de tourner Le Dictateur. Un film où il va jouer 2 rôles. D'un côté, un barbier juif persécuté, et de l'autre, un tyran caricatural nommé Adenoid Hinkle. Copie évidente de... l'autre là. Et à l'époque, c'est du jamais vu. Hollywood évite la politique comme la peste. En plus, les États-Unis sont encore officiellement neutres, et lui se lance à la parodie frontale du type le plus dangereux du monde. Même ses amis lui disent « Tu vas te ruiner, ta carrière va mourir », mais à chaque fois, Chaplin répond « Je n'ai pas le choix. Il faut ridiculiser ce monstre. » Alors au niveau de l'ambiance sur le plateau, on est sur des discours hystériques inventés, des défilés ridicules de soldats, et des globes terrestres qu'on fait rebondir comme des ballons de baudruche. Mais Chaplin réserve son coup de grâce pour la fin. Un discours. Pas comique, pas ironique, un appel à l'humanité. Pendant près de 5 minutes, il parle face caméra. Et dans ce discours, il supplie les hommes de ne pas céder à la haine, il appelle à la liberté, la démocratie et la fraternité. Et ce moment bouleverse le public. Pour la première fois, Charlot parle. Et en plus, ses mots claquent comme des gifles. Le Dictateur sort en octobre 1940 en pleine guerre. Et encore une fois, c'est un triomphe. Le public pleure, rit et comprend. Le cinéma peut être une arme. Mais ce succès a un prix. Aux États-Unis, certains le traitent de propagandiste. On va même l'accuser d'être communiste, anti-américain. Et beaucoup n'acceptent pas que Charlot, leur clown adoré, soit associé à la politique. Et c'est pire ailleurs, parce que en Espagne franquiste, en Italie fasciste et en Allemagne, eh ben évidemment le film est interdit. Autre petite anecdote, il y a une rumeur encore aujourd'hui qui persiste, où on dit que le moustachu aurait visionné le film par 2 fois. Évidemment, personne ne sait s'il a ri, mais par contre, Charlie Chaplin a dit « J'aurais donné n'importe quoi pour voir sa réaction ». Moi je pense que c'est à cause de ce film qu'il a pété encore plus les plombs. Ou alors il a explosé de rire et ça lui a donné des idées. Ouais. Ou alors... c'est vraiment très rigolo, ce petit personnage avec sa moustache ridicule. Je vais te dire, Kruger, je donnerai tout pour voir la tête du pauvre type qu'il est en train d'imiter. C'est vraiment très rigolo. Avec Le Dictateur, Chaplin signe son plus grand succès, mais aussi le début de sa chute. Parce qu'à partir de là, son nom est lié pour toujours aux polémiques politiques. Et bientôt, ça ne sera plus Monsieur l'Allemand, son ennemi, mais les États-Unis eux-mêmes. Après Le Dictateur, Chaplin est au sommet de sa gloire, mais l'Amérique commence à se retourner contre lui. Pourquoi ? Parce que dans les années 40, les États-Unis commencent à rentrer dans une nouvelle ère, la paranoïa politique. Et Chaplin, avec ses discours sur la paix, son accent britannique et le fait qu'il n'ait jamais pris la nationalité américaine, devient une cible parfaite. Et comme si ça ne suffisait pas, sa vie privée devient une bombe. Et oui, encore. Putain, y a rien qui l'aura épargné le pauvre. En 1943, il est accusé par l'actrice Joan Barry de l'avoir mise enceinte. Et là, un procès médiatique énorme s'ouvre. Malheureusement, à cette époque-là, les tests ADN n'existent pas encore, et le tribunal décide qu'il doit quand même reconnaître l'enfant et payer une pension, qu'il soit le père ou pas. Donc même si c'était pas son gosse,
Il devait quand même payer. Ouais, c'est le premier gaz à s'être pris un abonnement enfant sans avoir rien commandé. Mais ce n'est pas tout. Il est accusé de perversité morale pour avoir épousé des femmes beaucoup plus jeunes que lui. Et surtout, il est surveillé par le FBI de Edgar Hoover. Alors rapidement, Edgar Hoover, c'est le mec qui a révolutionné complètement le FBI, mais hardcore quoi. Le mec c'était un taré dans sa tête. Donc évidemment ses téléphones sont écoutés, ses déplacements sont notés, enfin la totale. Et pour continuer à bien s'enfoncer, en 1947 il va sortir Monsieur Verdoux. C'est une comédie noire inspirée de Landru, un célèbre serial killer français. Et c'est l'histoire d'un homme qui séduit des veuves pour leur voler leur argent. Et il va tenir des propos qui vont choquer l'Amérique entière, en disant que comparé au massacre industriel de la guerre moderne, Landru n'est qu'un amateur. Du coup, suite à ça, il s'est pris un méchant bad buzz, ce qu'on peut comprendre, parce que le mec il se dit « Bon bah vas-y, on va minimiser un tueur en série et dire que la guerre c'est pire ». Alors, dans les faits, oui, la guerre aura fait plus de morts, mais pour toutes les victimes du tueur en série en question, c'est pas terrible. Normal que les ricains aient paniqué, ça fait pas très film du dimanche soir en famille. Et là, on le traite de rouge, d'ennemi de l'Amérique. Il fait sa petite vie jusqu'en 1952 où il va repartir en Europe pour présenter un nouveau film, Lamplight, les feux de la rampe. Mais à peine parti des États-Unis, ces derniers déclarent que il n'a pas le droit de revenir. Il va donc s'installer en Suisse avec sa famille et il ne remettra jamais les pieds à Hollywood. Waouh, donc ils l'ont littéralement désinstallé du système. Ouais, un vrai rage qui te forçait. Vous imaginez un peu le truc, en quelques années, le plus grand artiste du monde qui devient un paria aux yeux de l'Amérique. Mais c'était mal connaître le petit Charlie, parce qu'il a pas dit son dernier mot. Parce que son art, lui, continue. Et il pense qu'un jour, les États-Unis reviendront vers lui et lui boufferont dans la main. On est en 1953 et Chaplin vit désormais en Suisse, au bord du lac Léman, dans un manoir. Et là, il va balancer un beau bras d'honneur aux États-Unis, parce qu'en 1957, il va réaliser le film Un roi à New York. Et devinez ce que c'est son film ? Une satire, bien évidemment, où il dénonce la paranoïa, la censure et le macartisme. Vous imaginez bien, le film est interdit aux États-Unis. Le mec était déjà banni, mais il a quand même renvoyé un doigt d'honneur artistique aux ricains. Ouais, gros troll, respect éternel. Et en 1972, cling, il y a Hollywood qui décide de se rattraper et de l'inviter à la cérémonie des Oscars, pour lui remettre un prix d'honneur. Alors après 20 ans d'exil, Chaplin foule à nouveau le sol américain. Il monte sur scène, tremblant, vieux, affaibli. Et là, il a le droit à une ovation de 12 minutes. C'est la plus longue standing ovation de l'histoire des Oscars. Les Américains avaient voulu l'effacer, mais ce soir-là, ils ont supplié de les pardonner. Et Chaplin, ému aux larmes, accepte l'hommage. Il finira ses jours en Suisse avec sa femme Una et ses 8 enfants. Il continuera à écrire, à composer de la musique, à regarder ses films. Et le 25 décembre 1977, il s'éteindra dans son sommeil. Et il avait 88 ans. Et 3 mois plus tard, un scandale incroyable éclate. 2 hommes, un mécanicien polonais et un immigré bulgare, déterrent son cercueil dans le petit cimetière de Corzier-sur-Vevey. Et là, vous allez me dire, c'est quoi le but ? Mais racketter sa veuve ? Mais bien sûr ! On veut une rançon, les mecs ! Et attends, pas n'importe quelle rançon, 600 000 francs suisses. Ça, c'est pas dégueulasse, quoi. Et Una, qu'est-ce qu'elle dit à tout ça ? Elle refuse. Elle a même dit Charlie aurait trouvé ça ridicule. Alors la police suisse va leur tendre un piège, et après des semaines de filature, les 2 hommes sont arrêtés. Le corps est retrouvé, intact, abandonné dans un champ de maïs. Cette fois, Charlie est réinhumé sous une dalle en béton armé de 2 mètres d'épaisseur, histoire de dissuader les prochains amateurs de nécro-business, quoi. Voilà. Mais qui se réveille le matin en se disant « Tiens, je vais kidnapper un cadavre ». Beauf, ça m'étonne pas vraiment. L'autre débile mental se lève bien le matin en se disant « Je vais montrer ma tête foirée à des milliers de personnes sur internet ». Franchement, ça aurait pu être le scénario d'un de ces films, hein. Et vous vous souvenez de ce qu'on disait au début ? 2 hommes creusant dans la nuit ? Et ben voilà toute l'histoire. Aujourd'hui encore, Charlot vit. Dans chaque geste maladroit, dans chaque sourire à travers les larmes. Parce qu'il avait compris une chose simple. Le rire est une arme. N'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu, lâche un petit like, ça fait toujours plaisir. Et votez maintenant dans les commentaires pour choisir le prochain sujet de vidéo. Allez, ciao tout le monde, et à la prochaine, dans une prochaine vidéo.